les communautés indigènes. Du point de vue structurel, dans les États-Unis, il y a plusieurs systèmes qui sont mis en place pour les nations indigènes. Donc, vous avez des communautés tribales qui ont été relocalisées, il y a d'autres qui sont restées dans leur terroir, mais les réserves qui ont été créées pour, c'était vraiment de réduire vraiment leur territoire. J'essaie de m'assurer que je suis encore en ligne. Alors, l'idée de ce pouvoir est devenu étendu. Alors, on a vu cela pour différentes générations. Vous avez beaucoup de communautés autour de Minnesota et autour de Minnesota qui a eu beaucoup qui ont accès à la terre et d'autres accès à la nourriture, des restrictions aux cérémonies, les pratiques traditionnelles, les cérémonies traditionnelles, les médicaments traditionnels, la santé traditionnelle aux États-Unis. Alors, avec cela, il y a eu le fait que les gens ne soient pas en mesure de pratiquer ces traditions et d'avoir leurs responsabilités d'une manière ouverte. Elle est encore partie. Il y a eu beaucoup de perturbations entre différentes générations. Nous avons également expérimenté la perte des enfants qui vont aux internats parce que le gouvernement a déterminé que cela serait moins cher. Ils ont pris les enfants donc en voulant les exposer à une vision mondiale beaucoup plus élargie plutôt que de les garder. Donc, beaucoup plus d'enfants ont été enlevés comme ça. C'est là qui a amené à une perte des terres additionnelles et une perte des langues. Donc, nous avons eu ce mouvement de perte d'enfants, perte d'accès aux informations et la prévention des responsabilités qui ont commencé à avoir lieu. Et au même moment, il y a eu une politique de collecte au sein des États-Unis, les collecteurs privés, différents docteurs, avec pour but de faire la collecte de la plupart de ces articles dans la communauté parce qu'il y a eu cette idée de dire que les gens des terroirs indigènes allaient disparaître. Donc, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, des habits, des articles, les restes des êtres humains, des agents du gouvernement, des agents indiens qui sont venus ils sont venus intentionnellement enlever des articles sacrés et les prendre. Donc, il n'y a pas seulement eu cette perte de terre, il y a les ressources des enfants et l'aptitude d'agir sur sa propre responsabilité. Donc, dans la plupart des cas, la plupart de ces articles sacrés ont été considérés comme des tabous et leur rôle a été éliminé. Alors, l'histoire ici aux États-Unis, donc il y a eu plusieurs couches de pertes entre différentes générations. Au même moment, il y a eu beaucoup de gens aux États-Unis qui ne connaissent pas l'histoire des communautés indigènes. La plupart d'entre elles n'ont pas lu les traités, ils ne connaissent pas qu'il y a eu des traités, ils ne connaissent pas qu'ils vivent sur la terre qui appartient à qui. Alors, chercher des informations pareilles rend les gens mal à l'aise. Ils préfèrent vraiment ne pas peut-être y réfléchir ou poser ces genres de questions. Alors,
euh, pendant assez longtemps, beaucoup de gens indigènes ou des communautés natives. Je crois que les médias sociaux commencent à changer cela parce que les gens étudient les comportements pour essayer d'amplifier leur propre voix et ils ne voudraient pas, ils n'ont pas à attendre que quelqu'un puisse leur donner de l'espace. Ils essaient de les faire par les médias sociaux pour atteindre beaucoup plus de gens. Et ça, c'est quelque chose de fantastique, mais au même moment, la plupart d'informations, des documentations sont encore détenues quelque part là, en dehors de ces terroirs. Et on a besoin vraiment de beaucoup d'efforts pour les récupérer. Alors, c'est sur quoi j'ai travaillé. Mon travail est à ramener la plus grande partie d'informations pour que les gens puissent y avoir accès au sein de la communauté. Parce que les histoires parlent de la façon dont nous avons perdu ceci, nous avons perdu cela. Alors, mon enfance, alors, c'est ici là où nous devons aboutir. Nous voulons dire, qu'en est-il si on va ramener les articles, comment est-ce que nous pouvons changer les choses? Alors, j'essaie de voir sous différentes perspectives. Donc, c'est de la même façon dont on a parlé sur comment est-ce que les histoires sont importantes. Je considère différents musées, différentes sociétés historiques. Donc, on essaie de voir où sont ces informations, où ces articles appartenant à ces communautés. Nous avons dû ramener des articles sacrés. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour ramener des documentations. L'un des projets sur lesquels je travaille, il y a eu des internats au sein des communautés. On s'excuse. Donc, il y a eu également des petites écoles. L'objectif de ces études, c'était donc de promouvoir, par exemple, l'apprentissage des langues, l'accès aux cérémonies, c'était quelque chose qui était aussi encouragé. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons été en mesure d'établir cette relation avec les institutions, comme cet internat a été fermé, il ne prend plus les enfants, mais on a dû peut-être mettre à jour, rénover ce collège. Les documents sur la communauté, ils continuent à les garder. Alors, dans les quelques années passées, il y a eu des bonnes relations de travail et une compréhension mutuelle les uns des autres. Maintenant, nous sommes arrivés au niveau où nous devons arriver à amener ces documents. Donc, nous allons nous mettre autour d'une table, nous allons parler face à face. Donc, nous allons avoir cette conversation. Ça va pas de tortue, mais c'était vraiment important. Alors, quand ceci va être fait, les documents seront retournés. Ça sera donc la première fois qu'une libération de telles informations aux États-Unis aura eu lieu entre... On s'excuse, on n'a pas son micro. Alors, notre objectif, ce n'est pas seulement d'avoir la réussite de ce processus pour les communautés dans lesquelles on travaille, mais on voudrait constituer un exemple pour d'autres institutions pour qu'elles puissent prendre aussi des étapes similaires et qu'elles puissent avoir également de l'impact. Comme je l'ai dit, je travaille dans les cadres de rapatriement, donc j'essaie d'atteindre le plus des musées autant que possible que je le peux. Alors, qu'est-ce qui doit avoir lieu?
Donc, on va essayer de voir si des articles qui sont là sont des articles qui ont été achetés ou ce sont des articles qui ont été pris d'une autre manière. Donc, nous sommes là pour essayer de voir, de décortiquer cela pour que les articles qui ont été pris soient. Donc, nous avons cette conversation très souvent avec des institutions, mais c'est quelque chose qui a eu des résultats, il y a eu des retours de plus d'articles, plus d'informations aux communautés. Une fois que cette information est retournée, nous continuons à garder des relations avec les musées. Nous voulons qu'ils puissent continuer à avoir une bonne relation de travail avec nous et qu'ils puissent quand même avoir une bonne conversation avec avec la communauté. Autre chose sur laquelle on travaille, c'est la protection des systèmes d'alimentation. Donc, à Minnesota, donc c'est très sensible d'avoir un changement environnemental, donc des pipelines, changement climatique, la neige sur les pipelines, ainsi de suite. Toutes ces choses peuvent affecter les choses. Aussi, l'identité spirituelle, la communauté doit quand même avoir une idée sur les migrations. Donc, on parle aussi des nourritures sacrées et nous travaillons avec les fonctionnaires, les officiels pour arriver au bout, de sorte que cela puisse être un modèle pour d'autres communautés. Donc, nous essayons d'approcher le travail que nous faisons dans le cadre des relations. Nous ne gardons pas les faits. Nous sommes transparents et nous prenons du temps dans ces relations. Merci, merci beaucoup. Thank you, Jamie. Thank you so much. I would love to carry on hearing you for so much longer. Such fascinating work and such courage. I can imagine that these dialogues around the table with Donc, holders. je peux imaginer qu'il y a donc le dialogue autour de la table et que donc pour que nous puissions influencer le gouvernement, les politiques aussi. Et donc, merci beaucoup pour ce travail si brillant. Et maintenant, je vais passer la parole donc à Gustavo, donc Monsieur Gustavo, et coordinateur des droits donc, humains et des mémoires. Et il a, de 2004 à 2005, il a servi comme directeur et puis coordinateur, et de 2005 à 2018. Présentement, il est coordonnateur en Argentine dans une association justement de commémoration. Monsieur Gustavo Brena, vous avez la parole. C'est vraiment un plaisir de vous compter parmi nous. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ce thème avec vous. Ceci est d'autant plus important parce que c'est vraiment un thème qui est à la page ou qui est actuel. Et donc, compte tenu du temps assez bref qui nous est imparti, j'ai préparé un texte que nous allons lire pour comprendre la démocratie, l'aspect de démocratie de l'association Rosario et des musées. Nous devons comprendre que l'une des principales actions est donc le respect absolu des droits humains qui doit être le point de départ pour édifier la démocratie.
Et le musée était conçu pour justement, avec un but non lucratif, pour cet objectif. Et la Déclaration universelle des droits humains et l'esclavage temporaire, l'immigration et le terrorisme et le génocide sont donc des thèmes qui sont développés. Et ces musées développaient ces thèmes. Et donc, en tenant compte, bien sûr, de l'aspect de discrimination et de critique, quand nous parlons de démocratie, ce n'est pas seulement la présentation et l'explication de ces mots puissants, mais c'est pour pouvoir traduire cela en action à travers le travail avec la jeunesse. C'est la raison pour laquelle le musée a établi et tissé des relations d'assistance avec les communautés, donc à travers l'organisation Rosario. C'était pour pouvoir mieux comprendre l'espace et les populations et procéder de manière prudente dans la recherche du recouvrement de l'identité. Et c'est ce que je veux partager avec vous à travers des initiatives. Le nombre de migrants asiatiques dans les pays s'est accru considérablement durant les dernières années. Les populations asiatiques se comptent maintenant par millions parce qu'ils ont été obligés de quitter leur pays. L'une des raisons de cette migration augmentée ou accrue et donc le tremblement de terre donc en janvier 2000 quelque chose, excusez-moi, je n'ai pas saisi l'année, et nous devions adresser ou assister la population pour relever les défis des questions de chômage à travers les provinces. Et tout cela était basé aussi sur différents donc, maux sociaux ou fléaux sociaux tels que les enlèvements et autres qui sévissaient. Et heureusement, durant la dernière décennie, l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale ont joué un rôle horrible en Haïti. Et je dois dire ceci, l'Argentine est devenue maintenant une des destinations principales de tous ces personnes qui migrent. Pourquoi? Parce que les problèmes sociaux se sont exacerbés considérablement durant les dernières années. Et on a essayé de mettre l'accent et donc les populations se sont concentrées autour de Buenos Aires et nous avons beaucoup de personnes aussi venant de Haïti qui font face aux mêmes problèmes sociaux et financiers et qui font face au racisme et aux discriminations de toutes sortes. Et donc, et tous ces migrants venant de Haïti et d'ailleurs n'ont même pas de soutien du côté du gouvernement. Et donc, ils se retrouvent vraiment dans des points des plus faibles. Et à tel point que le musée a pu contribuer pour assister ces communautés à participer dans des activités et dans la formulation des associations civiles
et avec des cadres juridiques. Et ces migrants doivent formuler leurs propres projets, qu'ils soient éducationnels, économiques ou agricoles, afin de renforcer donc le groupe civil et afin de renforcer les communautés pour qu'ils soient responsables et parviennent à résoudre leurs problèmes. Des exemples de ces initiatives de la communauté asiatique sont par exemple des campagnes de médias sociaux initialement, mais aussi l'ouverture des espaces pour être en mesure de pouvoir se présenter là-bas et raconter leur récit, leur narratif, afin de pouvoir présenter le narratif qui n'est pas précisément celui du colonialisme, du néocolonialisme ou autre. Tout ceci a une plus grande importance dans le cadre spécifique, surtout en ce qui concerne les migrants. Et donc, il y a toujours des problèmes sanitaires, des problèmes d'études et autres qui se posent. Et la plupart des ressortissants de Haïti devaient accepter les emplois les pires, des emplois précaires qui n'assurent aucun avenir. Et c'est pourquoi il y a eu aussi toutes ces expressions de racisme et de discrimination qui sévissent à travers ces communautés. Et par exemple, nous pouvons mentionner, par exemple, les insultes et les atteintes physiques ou les abus physiques qui sont imposés et perpétrés dans ces populations de Haïti. Et des insultes telles qu'une personne noire doit rentrer et et on soupçonne le noir, par exemple, d'être voleur, de voler même de la nourriture. Et ceci est juste un préjudice, un préjugé. Et donc, nous voyons que même au niveau universitaire, nous voyons qu'il y a des étudiants qui terminent des études et qui se retrouvent obligés d'accepter des travaux ou des emplois humiliants et précaires. Et donc, tout cela nécessite que l'on ouvre des espaces pour les populations des migrants. Et du côté de la santé aussi, là où l'épidémie sévit, c'est un peu les mêmes défis qui se présentent. Et par exemple, donc, on veut que les gens qui viennent, les ressortissants d'Afrique puissent travailler dans les milieux à risque et dans les milieux sales. Et tout cela doit être vraiment donc retracé et puis pour mémoire et pour que l'on puisse pérenniser tous ces souvenirs. C'est important de mentionner dans le cas de la communauté haïtienne qui est soutenue par le musée Alfred et que donc ce n'est pas réduit à la contribution d'un espace physique pour tenir des réunions ou des rencontres. Il y a d'autres activités destinées à provenant des membres de Rosario, des Argentins
qui viennent visiter pour porter assistance aussi. Et donc, il y a aussi des activités de projection de films, des prises de photos, et pour perpétrer ou bien pour pouvoir raconter tous ces souvenirs. Et donc, surtout parmi les étudiants du musée, ils essayent d'aller dans le vif des sujets. Pourquoi? Pour relever les différences qui sont à la base des discriminations et l'abus aussi des termes racistes. Nous avons pu prouver que la plupart des personnes qui visitent le musée donc ne connaissent pas l'histoire d'Haïti. Et lorsqu'ils écoutent les membres de la société haïtienne raconter leurs récits, ils sont vraiment profondément choqués parce qu'ils n'ont jamais imaginé que les choses que ces populations subissaient de tels sévices, et ça a causé vraiment des réactions à travers le monde, et des centaines de ressortissants d'Afrique et d'ailleurs donc ont réagi, et donc cette opposition avait duré 12 ans. Et c'était en 1804, et c'est alors qu'on a établi le premier forum de ce pays unique qui a interdit ou aboli l'esclavage. Donc maintenant que nous suivons cette conférence où on a appris que la population haïtienne avait été soumise à de telles injustices, donc on a essayé d'approfondir toutes ces conversations afin de pouvoir mieux organiser et mieux exploiter tous ces narratifs donc dans le but de pouvoir faire taire les injustices. Et nous avons eu aussi des campagnes d'écriture et de lecture aussi pour reconnaître les droits de tout un chacun à un enseignement gratuit. Et ça a un trait direct avec ce que la mission du musée, le besoin de raconter ces récits du point de vue des traductions et des archives, et non pas tenir un discours imposé par le colonialisme ou le néocolonialisme jusqu'à présent. Les gens sont aussi surpris lorsqu'ils apprennent que le gouvernement avait reçu des assistances ou des subventions financières justement pour combattre les indépendances. Et on sait que le Haïti était le premier pays à avoir reconnu l'indépendance de la Grèce en 92, et la Grèce avait connu aussi 400 ans d'occupation brutale, et tous ces autres aspects importants avaient été effacés de l'histoire, une histoire qu'on nous raconte à l'envers.
Et, et donc, lorsque les membres de la communauté haïtienne et des Rosario racontent les récits, ces narratifs ont vraiment une puissance, un impact aussi puissant. Et l'histoire de ce pays et du colonialisme sont, sont tragiques d'une manière incroyable. Et, et parfois, donc c'est très difficile de penser même à apporter des réparations financières. Et, mais ce qui compte ici est de ne pas oublier ces faits historiques. Et après cela, nous les avons vus, malgré les promesses que les puissances font, on les voit soutenir les dictatures sanglantes en Haïti. Et ici, en ce qui concerne la diaspora haïtienne, je propose que nous puissions avoir aussi des actions au niveau de la coalition internationale des sites de conscience dans différents pays. Nous devons essayer de lutter contre le racisme, la discrimination. Et donc, pour faire appliquer les droits humains, et pour cela, nous devons aider à créer des réseaux donc à travers le monde pour les diasporas. Et la nature de ce travail sera soutenue par le musée et pourra être en mesure de contribuer valablement au rétablissement des relations, de l'échange et de l'assistance qui n'existe plus de ce jour. Et nous ne devons pas travailler de manière isolée. Ceci est une occasion, une possibilité aussi pour ces communautés de la diaspora de pouvoir nouer des relations avec les autres communautés des migrants, d'autres Haïtiens et d'autres expériences, et comme nous le faisons aujourd'hui. Nous devons garder en esprit le fait qu'il y a des communautés haïtiennes importantes et en République dominicaine, aux États-Unis, au Mexique, en France, au Brésil, en Chili et dans d'autres pays. Et nous savons que toutes ces cités sont des cités qui ont signé des alliances de solidarité pour ces causes. Et ce sera une façon de pouvoir contribuer à rapporter les violations des droits humains qui sévissent encore en Haïti. Et, donc, pour soutenir aussi ceux qui vivent à l'intérieur du pays et qui courent des risques d'arrestation. Et nous avons aussi des organisations, des fondations qui font partie de la coalition mondiale des sites de conscience et dans les régions des Caraïbes. Il est évident que cette idée est bien mentionnée. Et donc, faute de temps, je vais donner juste un aperçu général. Et parce que le but ici est de créer des relations à travers les propositions et donc à travers la jeunesse. Et nous sommes convaincus que la solidarité entre les peuples est la meilleure façon de pouvoir vaincre l'individualisme et
aussi donc de supprimer tous ces abus. Et la solidarité est également un outil de valeur pour combattre le racisme et la discrimination. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gustavo. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant à l'anglais. Pour moi, en tant que directeur régional, directrice régionale, je suis sûre que ce sont des idées brillantes que vous avez avancées là-bas. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Et maintenant, je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Et après cela, nous allons passer aux discussions. Maintenant, nous allons donner la parole à Martha Cisterna. Elle est professionnelle dans le domaine de la santé et de l'éducation, avec une grande expérience dans la défense et le suivi des droits humains. Elle est titulaire d'un diplôme en éducation en orthophonie, d'un diplôme en éducation aux droits humains et d'une spécialisation en inclusion éducative. Elle est membre du conseil d'administration de la Fondation 1367 Casa Memoria, José Domingo Canas. Elle est fondatrice et coordinatrice de la commission des observateurs des droits humains, la première commission d'observateurs à être formée au Chili. Elle a été coordinatrice du cône sud de Reslac et elle fait actuellement partie de l'équipe de plaidoyer de Reslac. Elle a été liée aux questions de mémoire d'archives, d'observation, de prévention de la torture et de gestion des réseaux de la société civile. Depuis 2011, elle a effectué des voyages sur le terrain pour documenter l'action de la police en visitant des postes de police. Elle a dirigé la publication des rapports d'observation sur les droits humains. Elle était en charge du projet de mémoire du site de mémoire. En 2021, elle a rejoint l'équipe d'enseignants de la Fondation Henri Dunant d'Amérique latine en contribuant au cours prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Le système a fait également partie de l'équipe pédagogique du Sitio de Memoria, qui, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains, a été chargé de former des observateurs des droits humains issus d'organisations territoriales dans diverses régions. Martha, c'est un plaisir de vous passer la parole. Merci. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée. Ma présentation est ici, donc c'est une présentation imagée et présentant des images aussi au Chili. Et donc, ce sont des images de la population d'Autochtones du Chili et de la région de Mapuche dans le sud du Chili vers le littoral. J'ai commencé avec cette image parce que elle donne de l'espoir dans le travail qui est fait au Chili. Et passons à la diapo suivante. Comment est-ce que nous pouvons faire face au racisme systémique et à la discrimination ethnique? Nous devons commencer par dire qu'il y a du racisme au Chili et depuis le temps colonial où les autochtones étaient rendus esclaves. Et avec les années, au fil des temps, ce qui s'est passé est que les autochtones donc, ont résisté au colonialisme dans le temps
Et ces processus de résistance ont été ressortis ou relatés dans divers récits et nous, avec l'évaluation et le suivi, nous essayons de voir où est-ce que ces populations en sont et donc nous essayons de rapporter ces faits historiques et donc et aussi adresser les questions de vol des terres qui sont effectuées non seulement par les propriétaires privés, mais aussi par les multinationales au Chili. Et, et voilà, donc nous avons des commissions qu'on a mis en place, des commissions d'observation, justement pour essayer d'adresser ces questions en tenant compte des conventions ou traités ratifiés ou signés par le Chili. Social, entendiendo que los derechos humanos son conquistas sociales. Entonces, en esa línea, definimos que el derecho a la protesta es fundamental para poder acceder a nuestros derechos. Y en esa línea conformamos esta comisión de observadores. Pasemos a la otra imagen. Nuestra comisión lo que hace es monitorear en el terreno. Nosotros vamos a terreno a observar situaciones donde se puedan dar posibles violaciones a los derechos humanos. En el caso del que les estoy exponiendo, nosotras fuimos llamados por justamente en este rol que tenemos, ¿no? de monitorear derechos humanos, se nos contactó por parte de una comunidad indígena del Alto Biobío hace bastantes años atrás, allá por el 2015, a raíz de que la comunidad cordillerana del Alto Biobío había sido allanada por carabineros. ¿Qué es lo que pasa en esa zona y qué es lo que pasa en el sur de Chile? Lo que ocurre es que las empresas forestales usurparon tierras de los pueblos indígenas, las empresas eléctricas también, quienes instalaron represas en zonas habitadas por pueblos indígenas, las empresas mineras también usurparon terrenos de pueblos indígenas. Entonces, en estos procesos de usurpación, de robo de tierras, donde se les engañó haciéndolos firmar documentos que no eran posibles de leer por temas de idiomas, se les quitaron tierras. Entonces hay comunidades que han hecho procesos de resistencia donde han tomado parte de esas tierras, se han vuelto a apropiar del espacio territorial que alguna vez habitaron. Son espacios pequeños. Entonces el Estado de Chile lo que hace en esos casos es llevar todo su aparato militar para sacar a esas comunidades de estos lugares que están intentando volver a apropiarse, ¿no? Porque originalmente eran de esas comunidades. Bueno, a raíz de esto nosotras decidimos viajar a la zona, pasemos a la otra imagen, y nos fuimos a una de las comunidades indígenas, visitamos la comuna de Mayamaya. Sur la base de ça, nous nous sommes décidés d'aller sur terrain. Cette communauté, c'est une communauté montagneuse qui vit dans les montagnes, qui est isolée. Nous sommes atteints à terre, nous sommes allés vers un domaine très complexe et comme la communauté était très isolée, l'image que vous voyez ici correspond à
Donc, nous avons visité, nous sommes restés là pendant quelques jours dans cette communauté pour essayer de prendre les histoires, essayer de prendre les idées auprès des membres de la communauté pour ce qui concerne l'occupation militaire dont ils étaient, ils faisaient l'objet. Alors, cette image montre, nous sommes allés une année, cette image qui est montrée là, c'est nous sommes allés une année après que la communauté ait été limogée. Et une année plus tard, les jeunes enfants qui ont tracé ces lignes, ils ont été démontrés. Donc, ce sont des enfants qui ont dessiné cela. Vous avez là des voitures, vous avez là des chars de combat et l'image même de l'attaque. Vous voyez les gens dans les montagnes. Donc, ce sont les montagnes qui appartenaient aux communautés où vous voyez des gens avec des armes. Ce sont les mémoires que ces enfants de la communauté des Mapuche, qu'on appelle Mapuche Pewentu, une année après qu'ils aient été victimes de ces attaques. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons dû réunir l'information en tant que site de mémoire pour être en mesure de visualiser, de comprendre la situation. Une situation de répression à laquelle la communauté a fait face. Donc, il y a eu même on a déclaré cela aux entités gouvernementales. Même, il y a eu des rapports auprès des Nations Unies pour ce qui concerne ces cas. Outre ces visites auprès des communautés autochtones, pour voir quelle est la situation des droits humains dans ces communautés, nous avons également, comme les mémoires nous en parlent, nous avons visité une autorité ancestrale qui est importante dans cette région de Mapuche pour les gens de Mapuche qui a été emprisonné, qui est un cas clair de racisme qui a lieu au Chili, qui a été détenu pour un crime donc, par les colonialistes chiliens. Il a été condamné d'avoir fait partie de la mort de ce colonialiste qui a été brûlé, qui a été tué, alors que lui était à 2 kilomètres. Il n'avait même pas fait de contestation et même les données probantes ont été éliminées. L'évaluation balistique n'a donné aucune preuve ou données probantes qu'il a été en contact avec les armes qui ont été utilisées ou qui ont et il n'y a rien, il n'y a pas eu de définition ou d'explication sur comment est-ce que la Cour l'a condamné. Maintenant, nous avons quelqu'un qui a été emprisonné pour 8 ans, mais on n'a pas pu prouver que la personne a fait partie, mais le pouvoir judiciaire de la Chili, de Chili et le pouvoir judiciaire de ces pays, donc on continue à les condamner. Voici ici une autre communauté, Las Pinche, c'est à la côte là-bas, nous avons Puerto Cheque. Il y a eu une attaque au sein de la communauté où on a eu, il y a des gens qui ont été brûlés, y compris même des enfants par les agents de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés là-bas, nous avons eu un rapport que nous pouvons partager avec vous et nous avons également soutenu des personnes qui ont été des victimes de tortures et un rapport pertinent a été élaboré. Alors, lorsque nous sommes
allés sur place, nous avons eu des preuves que nous avons trouvées au sein de la communauté, que nous avons visitées. Nous sommes allés dans les territoires. Lorsque j'ai parlé de l'occupation militaire, voilà ce dont j'ai parlé là, vous les avez dans les images. C'est ce que nous avons dit. Retrouver, et c'est ce que la communauté est en train de voir jour pour jour. Vous avez une occupation militaire, des militaires de l'État du Chili dans le sud du pays. Image suivante. Ici, là, nous avons vu des preuves de torture au sein de la communauté, alors nous les avons envoyés au centre de santé. Donc, ce sont là des blessures qui sont dues au tir de balles. Ici, l'image, nous avons l'occupation du territoire par les militaires. Image suivante, ici, on vous montre les rapports dont j'ai parlé. C'est un rapport que nous avons dû élaborer ou publier en tant que site de mémoire. Le rapport a été adressé aussi aux Nations Unies et à la Commission des droits humains. Alors, sur la base de notre rapport, CIDH, lorsqu'ils sont venus, donc la Commission des droits humains, lorsqu'elle est venue visiter ce site de mémoire, comme il s'agit d'une... Comme nous voulons démontrer ces violations des droits humains, personne ne prend soin de ça. Bon, c'est juste une petite population. Donc, nous avons voulu documenter cette espèce avec ces gens autochtones en Chili. Et finalement, nous avons dû faire une campagne. Il s'agit d'une campagne d'éducation. Allons à la diapo suivante avec la norme des droits humains pour être à mesure de lutter contre la discrimination et à ce que nous faisons actuellement, c'est que nous faisons le travail avec le commissariat des Nations Unies pour les droits humains pour assurer la formation des défenseurs en matière des droits humains. Nous avons été en mesure de créer des équipes d'observation des droits humains au sein des communautés autochtones, essayer d'autonomiser les communautés en matière de cadre des droits humains afin que les communautés soient en mesure de documenter des choses elles-mêmes pour que nous ne puissions pas dépendre ou qui ne puissent pas dépendre de nous. Nous sommes obligés de voyager de Santiago pour aller documenter ce genre de situations. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous avons le rapport et nous faisons même la visualisation, le visionnement. Dernière image, il s'agit des images d'espoir. Ici, vous avez l'Eftiente Territory, le territoire d'Eftiente à côté de l'océan. Donc, l'histoire des résistances de l'Eftiente en Chili. Vous pouvez voir qu'il y a un cheval. Ce sont des endroits où les communautés se réunissent pour s'apprêter ou se réunissaient pour s'apprêter à la résistance. Et à votre droite, l'image, c'est Aldo Vio Vio, qu'on appelle les terroirs de Vinci, ou la communauté de Guencheve. Alors, je crois avoir contribué à ce que nous sommes en train de faire en tant que site de mémoire et j'aimerais dire que pour notre site, notre façon d'aborder le racisme systémique et de contribuer à cette lutte contre la discrimination, mais également contre le colonialisme et contre les violations des droits humains. C'est en contribuant à partir de notre cadre que nous avons créé, qui se base sur les cadres des droits humains. Donc, notre lutte va emprunter ces chemins. Merci.
but just to say, Marta knows, I think, how much I admire the work of Casa José Domingo Cañas, Casa Memoria José Domingo Cañas, but also to say that her team, she and her team Je suis took dehors. great personal risk, Um, and that's not to be underestimated because On ne devrait pas sous-estimer cela so Marta, parce que ça pose des risques. Martha, j'admire le travail que vous êtes en train de faire. Je vais appeler notre présentatrice suivante, Mariana, qui est notre... Nous venons de la même ville, donc elle vient de la ville de São Paulo, qui est coordinatrice des collections, de l'éducation, des expositions, de la recherche, du musée de recherche sur l'immigration de São Paulo. Elle a une maîtrise et doctorat en histoire sociale. Elle est enseignante du programme universitaire de conservation, collection et muséologie. Mariana, bienvenue. Merci, merci, merci. J'aimerais vous remercier pour l'invitation. Merci José, merci Camilla, merci Elena et aussi pour souligner ce qui est important pour ce qui concerne les sites de mémoire, le racisme. Et j'aimerais également saluer mes amis panélistes pour vous remercier pour nous faire savoir votre projet. Voilà la diapo suivante. Merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le musée de l'immigration de l'État de São Paulo a eu le privilège. Donc, elle occupe un building qui a été conçu pour recevoir, organiser et envoyer des migrants vers les travaux dans les plantations de café. Donc, 2,5 millions de populations de 75 nations. Ça, c'est l'histoire de plusieurs familles. C'est la raison pour laquelle en 1993, le musée d'immigration a été bâti à un endroit emblématique. Au début, le musée a travaillé comme un centre de documentation qui offrait l'accès aux immigrants. Donc, c'était là le point de départ pour les recherches historiques et généalogiques pour les chercheurs et les membres des familles. Le programme d'exposition célébrait beaucoup plus. Donc, on parlait des histoires de l'impact de la contribution au travail, à la science, ainsi de suite. Les collections ont été composées des objets qui ont été donnés, des articles, des sacs et d'articles différents. Il y a également les centres de documentation et les musées de célébration pour parler de la migration comme une partie importante de la vie de São Paulo et de Mexique. Maintenant, le musée fait face à d'autres défis depuis 2010 avec une reformulation en cours ce qui concerne les mémoires communautaires en tant qu'expérience. Nous avons également élargi notre temps. Outre cela, nous n'allons pas oublier les questions de migration autour du monde en 2000. Donc, il y a eu une augmentation en ce qui concerne des migrations vers l'hémisphère nord. Il y a eu également l'immigration sud-sud où le Brésil a commencé à occuper une position proéminente en Amérique latine. Alors, avec cet engagement, et étant donné ce contexte, le musée a compris l'importance de la réévaluation de ces pratiques. Alors, en premier lieu, en matière de stratégie, nous avons considéré notre propre histoire pour essayer de faire la reconstruction au centre de notre travail pour ce qui concerne notre territoire et nos communautés.
La première question qui a été soulevée était l'importance d'avoir des politiques publiques pour les migrants. Dans ce sens, je vais vous montrer. Donc, cette exposition présente les incidences des violations en matière des droits humains de base, du point de vue des migrants en termes de santé, de l'éducation et de l'habitation, par exemple. Et on souligne également l'activisme des groupes de migrants qui sont mobilisés dans la ville de São Paulo. Ces expositions ont constitué un jalon en matière de position politique du musée, ont amplifié des causes importantes qui ont été menées par nos partenaires et nos communautés. La deuxième question présentée, c'était l'importance d'avoir des centres de réception pour les migrants. L'exposition au Brésil qui a été menée en partenariat avec les Nations Unies, le Haut Commissariat des réfugiés, donc a eu comme résultat des centres de refuge pour les réfugiés au Brésil et à Venezuela. Donc, on invitait on invitait les réfugiés qui venaient donner leurs histoires au Brésil. Donc, la personne qui les réunissait était un éducateur de Venezuela qui lui-même a été dans ces centres de refuge. Alors, et avec cette structure temporaire fabriquée avec du métal et de bois, et cela a fait que les gens soient mal à l'aise, les gens qui y habitaient, les gens qui vivaient dans ces situations en ce moment-là. Les stratégies de relier l'expérience du passé et du présent, présenter l'immigration comme un processus continu, cela va nous aider à reconnaître la légitimité de notre expérience. On a parlé aussi de la rupture entre l'immigration aujourd'hui et par le passé qui devrait aider à intervenir dans les cadres d'immigration au lieu d'avoir l'insécurité. Aussi, une perspective historique aide à comprendre le pays en tant qu'un pays qui est sur la bienvenue aux gens. Cette idée-là n'a pas été toujours complète. Si j'avais souligné une série d'articles qui parlent de la façon dont les migrations ont toujours été ciblées par des restrictions et c'est là sur base de l'origine des gens, des migrants. La pandémie a constitué, le moment de la pandémie a été aussi essentiel en ce qui concerne les migrations en matière de xénophobie et les gens avec le phénotype asiatiques ont été soumis à des actions bizarres et des comportements bizarres exprimés par les autorités et le gouvernement fédéral du Brésil. En outre, nous avons dû faire face à la crise économique avec la perte d'emploi et l'absence dans les politiques publiques qui garantissent l'aide financière pour ceux qui sont dans les besoins et qui affectent de plus en plus l'immigration. Alors, dans ce contexte, nous avons eu un projet de recherche pour ce qui concerne la mobilité humaine et coronavirus. Nous avons invité les migrants pour partager leurs histoires et les impacts de la pandémie dans leur vie. Nous avons également invité des experts pour qu'ils puissent agir en tant qu'observateurs, qu'ils partagent diverses vues du contexte actuel sur la migration. Le projet a été là pour toute une année. Les articles sont disponibles avec des ramifications comme des interviews qui ont eu lieu. Nous avons eu un autre projet qu'on appelle Abiala qui adresse un respect à l'égard des migrants, leur droit à lutter contre la xénophobie et les situations de racisme avec une approche idéologique. Ça présente des scènes de discrimination et d'abus de pouvoir.
par les autorités et des possibilités de confrontation. Pendant la pandémie, on nous a demandé l'assistance sociale par les maisons des refuges pour adopter les matériels qu'ils pouvaient utiliser avec les migrants qui sont résidents, qui ont été mis en quarantaine. À cause des migrations, les ressources ont été traduites en anglais, espagnol, français et arabe. J'aimerais également présenter une discussion en cours qui a commencé à partir d'un jalon politique du mouvement Black Lives Matter autour du monde, y compris le Brésil, qui est un pays qui est historiquement marqué par le racisme et la résistance des populations noires. Lorsque ces gens se sont mobilisés, ils se sont reconnus eux-mêmes, nous avons compris qu'il a été temps de refléter ou de réfléchir au fil de l'histoire. En ce qui concerne les musées, il y a eu des relations importantes. Donc, il a été important d'approfondir notre connaissance dans ce contexte pour essayer de voir la problématique. Encore une fois, nous sommes allés à le contexte de création de cet hôtel dont on parle vers la fin des années 1800 où le racisme a été aboli au Brésil. Nous savons que l'histoire d'immigration en ce moment-là ça ne s'agissait pas seulement de travail, mais il y avait la conception d'une certaine histoire ou conception du Brésil qui parlait des populations, les populations noires ou migrants qui assumaient que du point de vue politique, les Blancs, oui, ils ne faisaient pas partie de la communauté blanche. Donc, on parle de la politique blanche qui est là. J'ai le nombre des Européens dans cet hôtel et par conséquent, il y a eu l'antagonisme dans ces récits qui a été historiquement élaboré par les musées. Donc, jusqu'à là, nous n'avons pas adressé comme il se doit cette politique de la blancheur ou des Blancs. On peut avoir une idée, on ne peut pas avoir une idée d'immigration sans pour cela considérer son impact sur les populations autochtones. Outre ces liens historiques, il est important également d'approcher le racisme dans les contextes actuels. Aucune migration des Blancs, surtout en Amérique latine, Afrique, Asie et au Brésil, s'insère dans la société où l'idée des Blancs n'a pas fait l'objet de résistance. Donc ici, étant donné ces défis historiques, du contexte historique, y faire face, c'est vraiment essentiel. Pour cette raison, nous avons composé un groupe de travail avec les membres des différents départements dans notre musée pour essayer de débattre sur le racisme et l'immigration. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, nous avons créé ce groupe interne avec différents départements dans notre musée pour essayer de débattre sur le racisme et l'immigration et de proposer des activités et essayer d'avoir le diagnostic des projets des institutions. Et dans le cadre des résultats, nous avons exprimé l'augmentation des productions de contenus dans le cadre des commentaires. Ce qui ne s'est pas réalisé sans confusion et trouble. Une étape importante. Une étape importante dans ce cadre, c'était l'élaboration du code. Donc, nous avons été obligés d'inviter des universitaires, des migrants
Avec ceci, nous avons un appel des résidents ou des migrants pour qu'ils puissent développer un projet créatif en ce qui concerne les racismes et les migrations. Alors, pour conclure, nous croyons qu'en rendant notre espace des collections et tout ce que nous avons disponible, nous pouvons agir en faveur de la visibilité, des dynamismes des migrations, reconnaître les protagonismes et comprendre l'immigration en tant qu'une expérience et un droit humain. Outre cela, je dois dire que c'est impossible de débattre la xénophobie sans comprendre le racisme. C'est là l'importance de traiter discrimination, préjudice contre les migrants d'une façon qui soit vaste et profonde. On nous a posé une question. Qu'est-ce que cela signifie que d'être un musée d'immigration au Brésil aujourd'hui? On ne va pas être seul, mesdames. Nous devons considérer les musées comme faisant partie du réseau. Donc, nous ne pouvons pas isoler également l'immigration d'autres structures qui posent cette question. Donc, comme les migrations sont dynamiques, les musées également devraient être également dynamiques. Et pour ce faire, on devrait être attentif. Merci. Thank you, Mariana. Thank you so much. Thank you all of you for your presentations. I saw that Jenny was maybe also having some trouble with her connection. I'm not sure she's back here. I made it back. Okay, all right. Thank you. So we are a little bit over time, but I would like to just quickly pull a thread that comes through all the presentations, which is the issue of visibility, of making the issues that you're facing visible. And sorry, Mari was just under time. That was my alarm. It's the issue of visibility and making the struggles of those communities you're working with visible to large audiences and raising awareness about that. And Donc, c'est la question de visibilité qui est connectée ou liée au narratif. Et c'est ce que Alexandre a dit dans la locution d'ouverture, et que nous devons vraiment essayer de pouvoir décentraliser ces différentes notions et nous distancer des notions ou des héritages coloniaux. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi, à part la colonisation par autrui, l'autocolonisation, parce que nous n'avons pas encore libéré nos esprits et nos mentalités. Et nous devons confronter tous ces points. Et je crois que nous avons aussi une question, si nous pouvons prendre 10 minutes de discussion avant de procéder à la clôture de cette séance. Durant la présentation de Jamie, et on a dit que la maîtrise des traités, les politiques autour des traités ne sont pas vraiment enseignées ou sensibilisées comme tel. Daniel Magnaz du Guénin a dit que les chefs coutumiers étaient forcés à signer des traités pour lesquels ils n'avaient aucune compréhension. Donc, il y a de la place à la table ronde. Nous devons voir la fonctionnalité de tout ce qui se passe au sein de nos sociétés. Et donc, la présentation de Martha, donc il y a un intervenant d'Afrique du Sud, il a parlé de redevabilité. Nous devons tous être responsables des actes que nous posons. Et donc, ici, en Afrique du Sud, c'est encore une lutte qui continue et qui nécessite vraiment qu'on puisse répondre de manière importante à ces grandes questions. Donc, avec ces commentaires en tête, je vais poser une question qui est à n'importe quel participant de répondre. Est-ce que votre organisation
s'identifient comme étant menés par les communautés, donc vous identifiez, c'est-à-dire une organisation qui a une base communautaire. Et donc, je vous présente donc cette question et tout celui ou toute celle qui a une réponse ou un commentaire est le bienvenu ou la bienvenue. Je peux commencer. Et nous, en tant que nation, nous sommes une nation d'autochtones. Il y a une reconnaissance graduelle qui reconnaît quand même qu'il doit y avoir une relation de consultation entre le gouvernement et la population. Et nous devons donc essayer de faire de manière que la structure puisse être conçue comme une structure qui prend qui prend aussi en considération les questions autochtones. Merci. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait répondre ou s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire à ce propos ou qui voudrait soumettre sa réponse dans la boîte à conversation, vous êtes les bienvenus. La importancia justamente de ese vínculo con la comunidad, ¿verdad? De venir de la comunidad e ir a la comunidad que debe caracterizar Bon, excusez-nous ici, donc c'est une question en espagnol, mais il n'y a pas d'interprétation de l'espagnol à l'anglais pour nous permettre de restituer en français. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, il parle des questions de victimisation et de discrimination. Et la misma línea de lo que mencioné en relación a la comunidad de migrantes haitianos, el museo se ha abierto justamente para acompañar el proceso de construcción de este archivo de la memoria travesti trans con experiencias humanas interesantísimas, principalmente por la vinculación que hay entre la dictadura, entre el terrorismo de Estado y la represión en contra. Voilà. Donc, contre les différences comme telles. Et comment est-ce que le processus dans les communautés transnationales peuvent être adressés? Donc, il y a discrimination qui continue. Ceci est quelque chose qui, pour nous, devient vraiment intolérable. Moi, je dirais que nous avons vraiment l'appui de la communauté et de la société qui sont organisées. Et ceci est important pour les populations autochtones parce que nous ne pouvons pas dire nous parlons au nom de la communauté, mais nous abordons des questions relatives, sont des questions situationnelles et ces rapports donc, que nous élaborons sont revus par les communautés. Nous n'élaborons pas des rapports sans la consultation et des communautés pour nous assurer que le contenu du rapport est un rapport fidèle du récit qu'ils veulent exprimer. Et ceci en connexion avec la communauté des droits humains ou de défense des droits humains afin qu'ils servent de pont pour
l'affranchissement parce que les populations doivent comprendre ce qui leur arrive. Et donc, ceci aussi fait que donc, les populations peuvent être respectées et qu'on peut croire en ce qu'ils avancent. Nous n'avons jamais promis quoi que ce soit parce que nous ne pouvons pas assurer la non-répétition de ces actes atroces. Et nous essayons plutôt d'être comme donc une autonomisation en faveur des droits humains. Et pourquoi? Parce que nous devons établir la confiance et cela est très important parce que c'est quelque chose qui est capital pour notre travail. Et c'est vraiment donc un point très important, un point vital parce que la plupart de nos membres se trouvent dans des situations où ils se trouvent donc dans des situations où ils ne savent pas exactement quel rôle jouer. C'est très important de partager une telle expérience. Il y a une question aussi dans le chat. Donc, c'est juste un commentaire. Et il dit que donc, le point de vue de Gustavo de septembre 14-16, nous avons abrité le troisième atelier mondial et le thème était défier donc le préjudice contre les femmes et la communauté LGBTQ. Et donc, ici, je voudrais, avant de conclure, poser une dernière question à Marie. Et l'idée ici, je comprends, et l'organisation que vous menez est une grande organisation qui subit beaucoup de pression, qui doit aussi équilibrer beaucoup d'intérêts. Et donc, vous avez eu cette initiative d'élaborer ces groupes de travail. Donc, vous devez gérer les décisions de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler donc rapidement de cette expérience? Et après cela, je pourrai conclure. Donc, je voudrais d'abord parler de la dernière question. Nous sommes une institution très large et nous avons aussi des liens avec donc les sociétés, les entités publiques. Et nous sommes en contact avec une large partie de la communauté des migrants. Et donc, en termes de territoire et des questions auxquelles ils font face, nous sommes vraiment très impliqués. Et nous nous considérons comme une chaîne. Donc, nous ne nous voyons pas comme les propriétaires ou les détenteurs de la vérité. Non, nous nous voyons comme des professionnels qui se rendent à l'extérieur et qui rassemblent les personnes au sein des musées et à partir du musée. Et donc, c'est ce qui est arrivé aussi lorsque le mouvement pour la défense des droits des Noirs a commencé à émerger. Oui, nous faisons partie aussi du problème. Nous ne pouvons pas nier cela. Les immigrants blancs doivent aussi comprendre ce qui se passe et les avantages qu'ils ont tout simplement de par leur couleur. Nous considérons que faire cela d'abord à partir de l'intérieur était la décision la plus sage et les membres de différents ministères donc au sein de ces groupes
les gens ont toujours leur point de vue personnel, que ce soit horizontalement ou autrement, mais donc l'impression que nous avions d'abord, c'était comme nous étions en Instagram et le musée reconnaît l'histoire et est ouvert pour débattre de cette histoire. Et c'est très important que nous ayons différents profils en termes de médias pour plus d'apports constructifs. Et bien sûr, ce musée fait son travail et avance dans son orientation et les migrants, les grands-pères qui étaient les détenteurs des récits reconnaissent que c'est vraiment une activité complexe, mais nous devons nous impliquer là-dedans avec courage. Et la collaboration continue, persévère, et je suis sûre que dans l'avenir, nous aurons encore plus d'expériences à partager avec vous. Merci beaucoup. Je vous félicite pour une brillante expérience brésilienne. Maintenant, je vais clôturer le panel et la table ronde et je vous remercie tout un chacun, toute une chacune de vous pour votre participation active. Nous allons prendre une petite pause santé. Restez avec nous. Je voudrais vous rappeler que nous allons prendre une pause de 20 minutes et lorsque nous allons revenir, c'est-à-dire à -5, nous allons, donc ça sera à 16h moins 5 que nous revenons. Donc, s'il vous plaît, restez connectés pour qu'on n'ait pas de problèmes techniques. Et nous allons continuer avec des questions auxquelles nous allons répondre. Et donc, vous allez répondre à certaines questions spécifiques, vos impressions du préjudice et autres. Bon repos et à très bientôt.